Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les rotations de l'espace-temps. Nous vivons dans un espace géométrique, dans lequel nous pouvons nous déplacer, tourner, mesurer des longueurs ou des angles. Chaque personne possède son propre référentiel. Nous avons tous notre point de vue personnel de l'univers dont nous sommes le centre et qui nous permet de repérer les objets autour de nous. Dans le référentiel de cette personne, par exemple, la voiture se déplace. Mais dans le référentiel de son conducteur, c'est la personne qui se déplace. Un référentiel permet de décrire l'univers selon un point de vue donné. 3 axes suffisent, gauche-droite, haut-bas, avant-arrière. Mais au début du XXe siècle, cette vision est bouleversée lorsque l'on comprend que le temps est une 4e dimension de l'univers. Il existe un 4e axe qu'il faut prendre en compte dans la géométrie des référentiels. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre cette révolution qui permet d'unifier non seulement l'espace et le temps, mais également les champs électriques et magnétiques, ou encore le mouvement et l'énergie. Imaginons une rue dans laquelle sont repérées une personne A au bord de la route et une personne B au volant d'une voiture. La voiture avance par rapport à la route, et pour décrire son mouvement, nous allons construire un diagramme d'espace-temps. Pour ce faire, on immortalise chaque instant et on empile les clichés les uns sur les autres. Ils forment un bloc qui représente l'écoulement du temps. Dans ce bloc, les 2 personnes avancent vers le futur et tracent chacune une ligne d'univers. La personne A trace une ligne droite vers le futur, alors que la personne B, qui se déplace, suit une trajectoire inclinée. Chaque tranche du diagramme repère la position des objets à un instant donné. Jusque-là, la situation est décrite du point de vue de la route, dans le référentiel de la personne A. Mais à quoi ressemblerait le diagramme si on demandait au conducteur de la voiture de le redessiner de son point de vue? Dans son référentiel, B est au centre de l'univers. Pour former son diagramme, il faut donc décaler toutes les tranches les unes après les autres pour le replacer au centre de la scène. La voiture est désormais immobile et c'est la personne A qui semble défiler vers l'arrière. On vient d'effectuer une transformation de Galilée. Décaler les tranches successives d'espace permet de changer de référentiel. Les physiciens comprennent ainsi dès le XVIIe siècle que le mouvement dépend de l'observateur. Pour A, c'est B qui se déplace, mais pour B, c'est A qui est en mouvement. Aucune de ces 2 affirmations n'est plus vraie que l'autre. Le mouvement est relatif. Par ailleurs, si B décide de lancer une balle, la vitesse de la balle semblera plus élevée pour A puisqu'elle est emportée par la voiture. Selon Galilée, on peut additionner les vitesses pour changer de référentiel. Cette idée peut paraître naturelle et intuitive, mais à l'orée du XXe siècle, une découverte va tout remettre en cause. Imaginons que chacune des 2 personnes allume une lampe torche. Si on néglige la présence de l'air qui la ralentit, la lumière s'échappe des 2 lampes à la vitesse vertigineuse de 299 792 458 mètres par seconde. Vu depuis la route, on s'attendrait à ce que le rayon lancé par B se déplace plus vite, par addition avec le mouvement de la voiture. Mais contre toute attente, les 2 faisceaux ont exactement la même vitesse. Avec stupeur, les physiciens découvrent que cette vitesse bien précise est absolue. Quel que soit l'objet qui se déplace à 299 792 458 mètres par seconde, il aura cette même vitesse dans tous les référentiels. On la baptise vitesse de la lumière. Le choc est drastique et remet en cause les transformations de Galilée. Comment est-il possible que cette vitesse ne s'additionne pas à celle de la voiture? Pourquoi, contrairement à la balle, la lumière ne change-t-elle pas de vitesse d'un point de vue à l'autre?
Pour saisir l'ampleur du problème, imaginons que A émette 2 rayons lumineux de part et d'autre. Dans son référentiel, les 2 rayons ont la même vitesse. Mais dans le référentiel de B, le diagramme se déforme par rapport au précédent. La lumière devrait s'y déplacer plus vite dans un sens que dans l'autre. Pourtant, elle reste la même. La solution sera trouvée par plusieurs chercheurs au début du XXe siècle. Pour que la vitesse de la lumière reste invariante, conformément aux observations, il faut déformer le diagramme en décalant non seulement les tranches d'espace, mais aussi les tranches de temps. Les chercheurs n'ont pas le choix. Cette manipulation est la seule qui permet de changer de référentiel tout en conservant la vitesse de la lumière dans les 2 sens, et ce sans déformer les lignes droites ou les volumes du diagramme. Il s'agit d'une transformation de Lorentz. L'idée est bouleversante. De manière contre-intuitive, le temps et l'espace se déforment et changent d'orientation selon l'observateur. Les durées entre les événements, l'ordre dans lequel ils se produisent, et même la longueur des objets deviennent des mesures relatives qui changent d'un point de vue à un autre. Ces 2 événements, par exemple, se produisent à 1 seconde d'intervalle dans ce référentiel, mais à 1 seconde et 1 dixième dans cet autre référentiel. Et la voiture mesure 4 mètres dans son référentiel, mais elle est légèrement plus courte dans le référentiel de la route. Lorsqu'un corps se déplace dans notre référentiel, son horloge nous semble tourner au ralenti et sa longueur nous semble contractée. C'est la relativité restreinte. Faisons une parenthèse. Si on la regarde du dessus, une ville peut être décrite sur une carte qui repère les routes et leur agencement. Si l'on fait tourner la carte, la position et la direction des routes semblent changer. Mais bien sûr, ce n'est qu'une illusion. L'orientation de la carte est arbitraire. C'est une description abstraite du monde qui n'impacte pas la réalité. Les physiciens vont rapidement faire l'analogie entre le diagramme d'espace-temps et une carte. En effet, comme une carte, le diagramme n'est qu'une représentation abstraite de l'univers. Et comme sur une carte, on peut changer de point de vue pour le regarder. Dit autrement, les transformations de Lorentz qui permettent de changer de référentiel seraient l'équivalent des rotations de notre carte. Cette idée fait sens, car à l'instar des rotations, les transformations de Lorentz conservent les lignes droites et les volumes. Mais contrairement à des rotations classiques, les transformations de Lorentz semblent déformer le diagramme. Elles ne conservent pas les distances entre les points, certains s'éloignent, d'autres s'approchent, et alors que les rotations tracent des cercles, elles tracent des hyperboles. Comment de telles transformations pourraient être analogues à des rotations ? L'idée de génie reviendra à Poincaré et Minkowski. Les chercheurs inventent une nouvelle façon de mesurer les distances dans le diagramme, la métrique de Minkowski. Selon eux, notre diagramme est abstrait et ne représente pas fidèlement les vraies distances dans l'espace-temps. Un peu comme un planisphère qui déforme la surface de la Terre pour la mettre à plat. Même s'ils n'en ont pas l'air, tous les points qui composent une hyperbole seraient en réalité à la même distance du centre. Et ainsi, l'hyperbole serait l'analogue d'un cercle, la courbe dont tous les points se situent à la même distance du centre. En changeant de référentiel, les points glissent le long des hyperboles et restent tous à la même distance du centre. Avec la métrique de Minkowski, l'analogie devient parfaite et les transformations de Lorentz sont bien l'analogue des rotations. Ce sont des rotations hyperboliques. Contrairement à une rotation classique qui peut tourner dans tous les sens, une rotation hyperbolique distingue 2 types de directions. Les durées d'une part, que l'on peut ramener sur l'axe du temps, et les longueurs d'autre part, que l'on peut ramener sur l'axe d'espace. Les durées et les longueurs sont des intervalles de nature différente, des intervalles de temps ou d'espace. Et les rayons lumineux forment un cône qui les sépare fondamentalement. Quel que soit le référentiel,
une durée reste une durée et une longueur reste une longueur. Ainsi, puisque chaque observateur avance vers son propre futur, il est impossible de remonter le temps. Nous sommes confinés dans ces cônes de lumière et dans tous les référentiels, le futur reste le futur. Une rotation classique finit toujours par boucler sur elle-même après 360 degrés. Mais une rotation hyperbolique peut tourner indéfiniment, car l'angle de la rotation ne se mesure plus sur un cercle, mais sur une hyperbole qui se prolonge à l'infini. On peut ainsi faire tourner l'espace-temps autant que l'on veut. L'angle d'une rotation d'espace-temps est baptisé la rapidité. Il mesure à quel point un référentiel est rapide par rapport à un autre. La rapidité de la voiture, par exemple, par rapport à la route, est l'angle entre son référentiel et celui de la route. Si la voiture accélère, sa rapidité augmente. Et en accélérant infiniment longtemps, elle finirait par rejoindre la vitesse de la lumière. Ainsi, la vitesse de la lumière correspond en réalité à une rapidité infinie. C'est la vitesse maximale qu'un objet ne pourrait atteindre qu'en accélérant infiniment longtemps. La lumière est infiniment rapide. Quand B lance une balle, ce n'est pas sa vitesse qui s'additionne à celle du véhicule, mais sa rapidité. Et ainsi, quand B émet de la lumière, puisque sa rapidité est infinie, elle reste la même lorsqu'on lui ajoute celle de la voiture. En révélant tous ces concepts, les physiciens découvrent peu à peu la géométrie de l'espace-temps. Bien plus qu'un diagramme abstrait, l'espace-temps est désormais une entité physique à part entière, dotée de distance et de rotation. Cette nouvelle vision permettra aux scientifiques de comprendre que le temps et l'espace ne sont que les dimensions d'un seul objet, l'espace-temps. L'espace-temps permet de mieux comprendre la notion d'accélération, par exemple. En physique classique, on dit qu'un objet accélère lorsqu'il change de mouvement, soit en changeant de vitesse, soit en changeant de direction. Mais dans l'espace-temps, on comprend que ces deux cas sont tous deux des rotations, une rotation classique ou une rotation hyperbolique. Accélérer revient en fait à tourner dans l'espace-temps. L'espace-temps permet également d'unifier les champs électriques et magnétiques. Un champ électrique génère une force qui accélère les particules chargées, tandis qu'un champ magnétique génère une force qui fait tourner les particules chargées. Ces deux situations sont en fait analogues. Comme le champ magnétique, le champ électrique fait tourner les particules, mais avec des rotations hyperboliques dans l'espace-temps. Le champ électrique est la version temporelle du champ magnétique. Enfin, cette vision permet d'unifier les notions de quantité de mouvement et d'énergie. L'énergie est en fait l'analogue temporel de la quantité de mouvement. Alors que l'une mesure le mouvement dans l'espace, l'autre mesure le mouvement dans le temps. Un objet immobile, par exemple, n'a pas de quantité de mouvement, il ne se déplace pas dans l'espace. Mais il a une énergie car il se déplace dans le temps vers le futur. Et si l'objet accélère, sa vitesse change, il tourne dans l'espace-temps et gagne en quantité de mouvement et en énergie. En approchant la vitesse de la lumière, ces deux grandeurs tendent vers l'infini. Les transformations de Lorentz ne sont que des rotations abstraites de notre carte de l'univers, des changements de point de vue qui n'affectent pas la vraie géométrie de l'espace-temps. Mais dans les années suivantes, Einstein et ses contemporains découvriront que l'univers peut réellement se déformer, se courber à proximité des astres massifs, expliquant le phénomène de gravité. C'est la relativité générale. La théorie de la relativité restreinte n'est pas abandonnée pour autant. Comme la Terre qui est courbe mais semble plate à petite échelle, l'espace-temps est courbe mais est encore décrit à petite échelle par la métrique de Minkowski. Elle est à la base de notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, de nouvelles théories tentent de comprendre cette géométrie à l'échelle fondamentale. L'espace-temps est-il parfaitement lisse, ou alors découpé en petits grains? Comporte-t-il davantage de dimensions, qui seraient recroquevillées et donc invisibles à notre échelle?
Ou peut-être qu'il fluctue au gré d'agitations quantiques. Les idées foisonnent, dans l'espoir d'obtenir un jour une compréhension fondamentale de l'univers.